Nous allons commencer dans quelques minutes. Je crois que nous avons ouvert la salle un petit peu plus tôt que prévu. Pour toute personne qui nous a rejoint jusqu'à présent, veuillez s'il vous plaît choisir votre canal de langue. Soyez confortable. Nous commencerons ici dans 2 minutes. Merci. Bienvenue à tous. Ceci est la session qui continue sur les facteurs de réussite pour la mise à l'échelle des programmes numériques de lutte contre le paludisme et autres interventions de santé. Je m'appelle Valentina Bouge, je suis conseillère en partenariat mondial pour le paludisme et la santé dans la section santé, division de programme UNICEF. Nous sommes ravis d'être présents parmi vous et nous avons hâte de partager plusieurs études de cas avec vous et juste quelques éléments. Veuillez s'il vous plaît choisir votre langue pour l'interprétation simultanée en français ou en anglais avec un petit globe en bas de l'écran et la réunion est enregistrée, donc veuillez s'il vous plaît vous assurer que vous avez enregistrer et identifier toutes les permissions appropriées. J'aimerais commencer avec nos intervenants aujourd'hui. Donc, nous allons avoir donc 2 courtes présentations et une discussion de panel, table ronde pour les présentations. Veuillez, s'il vous plaît, attendre avant de poser vos questions. N'hésitez pas à les poser dans la section de questions-réponses ou dans le chat, mais veuillez, s'il vous plaît, attendre avant de les poser. Vous pouvez le faire à travers la session et nous les prendront et considéreront et y répondront à la fin de la session. Nous aurons une section de discussion à plus grande échelle où nous recueillerons toutes vos questions et nous essaierons d'y répondre au mieux de nos capacités. Donc aujourd'hui, nous allons entendre de la part de Ochai Akoe, de Aduba et de Amond Sarkwawa. Donc nous avons hâte de vraiment les écouter et apprendre. J'aimerais demander à Ochai Ako, qui est le spécialiste pour le programme national de lutte contre le paludisme au Nigeria, de présenter une étude de cas pour les leçons apprises sur les interventions contre le paludisme. Ochai, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bien, je suppose que vous venez de me présenter, donc je vais passer directement à ma présentation. Donc, je vais m'adresser à vous et vous parler de réussite et des défis en ce qui concerne la numérisation de la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier au Nigeria. Ceci a été un projet pilote qui a été effectué l'an dernier dans l'état de Gombe au nord-est du Nigeria pour le cycle 2021 de mise en œuvre. Donc, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui, donc le contexte, la stratégie qui a été utilisée, bien sûr les leçons tirées en ce qui concerne cette mise en œuvre pilote et ce passage, les recommandations pour le passage à l'échelle. Donc, le programme national d'élimination du paludisme au Nigeria a mis en œuvre plusieurs innovations avec le soutien du Fonds mondial en collaboration avec les gouvernements des États et les partenaires afin d'accroître l'efficacité, la responsabilité et la qualité globale des interventions contre le paludisme au Nigeria. L'une de ces innovations est la numérisation de la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans le pays. Et, nous avons déjà parlé de l'État de Gombe qui a fait cette mise en œuvre comme projet pilote pour 2021 et nous avons aussi prévu d'étendre ceci à 4 États cette année. Donc, en tirant donc leçon de ce que nous avons tiré, donc pour étendre ceci à 4 États en 2022. Donc, nous avions une stratégie qui implique l'approche BYOD, Bring Your Own Device en anglais, donc apporter votre propre appareil qui permet d'utiliser certains outils numériques en mettant l'accent sur la durabilité. Nous avons aussi engagé Red Rose pour un des vainqueurs des outils numériques dans l'espace de développement d'applications qui nous aide à aussi personnaliser donc le SMC avec d'autres applications et d'autres infrastructures de bases de données associées pour la numérisation avec des vues de tableau de bord et des fonctionnalités d'agrégation des données. Et nous avons pu mettre en œuvre le pilote et déployer ceci dans l'état de Gombe, comme je le dis. Et cela a été couronné de succès, mais non sans difficulté et challenge et sans enseignement. Et
Certains des enseignements que nous avons retirés vont être le sujet de discussion dans les planches que je vais vous présenter. Quant à ce que nous avons découvert, donc le premier défi que nous avons eu à affronter était une participation que il y a avec tout déploiement de technologies, c'est-à-dire l'adhésion de l'État, participation de l'État, acceptation de la technologie. Nous avons découvert que ça a pris plus de temps que prévu pour que l'État puisse en fait accepter la valeur que la technologie, la mise en œuvre de la technologie ajoutée, et donc ça, à son tour, ceci a affecté la mise en œuvre au niveau des gouvernements locaux et la mise en œuvre. Nous avons aussi continuer en planifiant avec notamment des données de micro-planification qui n'étaient pas exactes. Cela a affecté le taux d'enregistrement et aussi la couverture complète pour le premier cycle d'activité. Aussi, nous avons découvert que la capacité du recrutement du personnel, encore une fois, était en deçà des exigences acceptables et ceci nous a mener à dépenser plus dans la formation sur le terrain, durant l'emploi aussi, et éventuellement durant le 3e et 4e cycle, nous avons vu une amélioration quand les gens ont été plus confortables et en plus confiants en ce qui concerne l'utilisation de la technologie. Donc voici quelques leçons que nous avons appris durant la mise en œuvre du projet pilote. Nous avons réalisé qu'un engagement précoce avec les gouvernements des États, les chefs traditionnels et les autres parties prenantes clés contribuera à l'acceptation ainsi qu'à l'adhésion et à l'appropriation de ceci par l'État. Et nous avons donc les éléments de durabilité où nous considérons les situations où les États peuvent en fait mettre en œuvre ces activités de même. Et si nous avons ces mesures en place avant le début des activités, cela va créer notamment donc des éléments pour l'utilisation de la technologie. Et donc une planification précoce et approfondie en utilisant des données de micro-planification vérifiées et validées au niveau de la base garantira aussi que non seulement les activités de micro-planification qui n'avaient pas été rejointes l'an dernier, nous n'avions pas une image de ce qu'elles se déroulaient. Nous pensions que ceci était correct au fur et à mesure que l'activité s'est terminée, mais néanmoins sans réaliser que il y avait des inexactitudes dans les données collectées. Donc cette année, nous avons planifié, nous avons mis en œuvre une planification avec l'ensemble de l'État que nous allons développer à grande échelle et cela va nous aider à envisager les goulets d'étranglement à temps et aussi de les résoudre avant même que la mise en œuvre ne commence. Nous avons aussi réalisé l'an dernier que parce que le personnel d'étatique parce que le personnel de l'État n'avait pas un accès complet à la plateforme, qu'ils n'étaient pas pleinement équipés pour mener à bien leurs activités. Nous savons que la technologie peut nous donner des caractéristiques qui peuvent faciliter le travail et rendre le travail plus efficace. Et voici le plan où ils seront impliqués avec tout ce qu'il y a à faire, aussi bien à partir du développement de la plateforme et chaque élément, quel qu'il soit, en ce qui concerne la mise en œuvre de la technologie pour l'établissement de cette technologie pour la mise en œuvre. Et nous avons aussi des initiatives donc de renforcement de capacité à long terme planifiées pour cette année afin de garantir que l'État puisse mener à bien ses activités par lui-même à l'avenir. Donc, nous parlons de l'approche Bring Your Own Device, BYOD en anglais, donc à porter votre propre appareil en français. C'est très intéressant. Cela a eu ses propres succès, ses propres réussites, mais aussi certains défis avec un des avantages d'utilisation de l'approche de Bring Your Own Device, c'est parce que à cause des coûts des appareils et des cartes SIM qui ont une connectivité Internet qui peut être pourvue ainsi, il n'y aura pas besoin de payer pour l'assurance non plus, ni pour la logistique. Et donc, où nous n'avons pas à fournir ces appareils, puisque ces appareils habituels peuvent être utilisés pour ces activités. Ceci a fait baisser les coûts de mise en œuvre. Et donc, ceci a été une réussite à cet égard. Nous avons aussi remarqué que, et nous avons été témoins que, par rapport à des mises en œuvre semblables où les appareils étaient fournis aux travailleurs dans la communauté pour qu'ils effectuent leur travail, que nous devons établir des appareils
en les approvisionnements et en la configurant dans un endroit central avant de les distribuer pour les activités. Bon, ici, nous n'avons pas eu à faire cela. Nous les avions donc un site pertinent. Nous avons fait le processus décentralisé d'approvisionnement et de configuration de ces dispositifs à ce niveau-là, ce qui était plus facile, plus rapide pour le déploiement plutôt que d'engager ou de rassembler les appareils à un endroit. Et nous avons aussi réalisé que les distributeurs de médicaments communautaires apprennent plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont confiants en utilisant leurs appareils. Ils peuvent rentrer à la maison et pratiquer d'autant plus. Et ceci leur fait qu'ils ont pris confiance dans les activités, dans l'exécution de leurs tâches durant les activités. Et ceci était un élément positif parce qu'à la fin des activités, après le premier tour d'activité ainsi que le deuxième tour, nous avons réalisé qu'ils étaient vraiment experts. Parfois, nous pensions qu'ils étaient même meilleurs que nous dans l'utilisation de leurs appareils. Et ceci a boosté la confidence des États et a aussi aidé à assurer que le taux d'acceptation était vraiment approprié pour le déploiement. Avant de vous parler des principaux points à retenir, je vais vous parler de certains des éléments négatifs que nous avons affrontés en ce qui concerne l'approche d'apporter votre propre appareil, approche BYOD. Donc tout d'abord, avant même le début de la campagne, nous avons des critères de sélection personnelle partagés avec l'État, avec les exigences minimales qui étaient requises avant de commencer chacun de ces personnes d'apprentissage et de personnes qui étaient recrutées. Malheureusement, certaines parties n'ont pas été satisfaites et une d'entre elles était que plutôt que d'apporter votre propre appareil qui n'était pas compatible avec l'application SMC personnalisée. Nous avions des exigences minimales de 2 Go de RAM. Je crois que le CPU était de 2.0 GHz, quelque chose comme ça, mais certains de ces appareils ne satisfaisaient pas ces spécifications et cela a résulté au fait que il y ait donc des appareils qui ne soient pas très rapides à répondre avec le fait qu'ils crachaient, etc. Et donc, ceci s'est déroulé dans les premiers et deuxième cycles. Et nous avons vu que c'était absolument clé de s'assurer que ces critères puissent être satisfaits pour une mise en œuvre à l'avenir. Et un autre challenge intéressant que nous avons eu durant la mise en œuvre, c'était l'utilisation de VPN. Donc, il y a un moment au Nigeria où Twitter a été interdit et les gens sont venus à utiliser des VPN pour avoir accès à Twitter. Et je pense que cette période est devenue une période où les gens ont utilisé les VPN plus souvent qu'auparavant. Et nous n'avons pas vu ou envisagé que c'était là que nous avions un problème jusqu'au moment où nous avons commencé avec une analyse des données, notamment pour les 2 premiers jours des activités où nous avons vu les lieux de certaines maisons connectées qui n'étaient pas au Nigeria, certaines au Niger, d'autres au Cameroun. Et donc, nous avons dû revenir à une feuille blanche pour voir en fait où étaient les problèmes. Nous avons vu que les problèmes avaient à voir avec notre configuration sans même savoir cela au départ. Alors donc, ces appareils avaient été installés et étaient en cours d'utilisation. Et donc, quand nous avons commencé l'événement, nous avons pu corriger les erreurs. Et dans ce cas-là, des erreurs en termes de VPN. Nous avons aussi vu que certains de ces appareils, qu'on appelle des appareils Android supposément, avaient des coutumes qui étaient installées sous d'autres périphériques qui n'étaient pas compatibles avec l'application. Nous avons réalisé cela dans le sens où cela fonctionnait pour le premier jour, mais pas le deuxième jour. Et donc, en fait, nous avons aussi vu une version de Android Go avec une édition, une version donc de système d'opération Android qui était légèrement différente du système d'Android avec l'architecture traditionnelle. Et donc, cela a aussi affecté comment se comportait l'appareil. Il y avait des activités ou des traitements qu'il ne pouvait pas effectuer en utilisant cette version-là de Android Go. Et nous avons dû alors peut-être
reconfigurer l'appareil ou remplacer complètement la personne, même si la personne ne pouvait pas obtenir ou avoir accès à notre appareil personnel. Enfin, pour finir, les challenges concernant les sécurités de données, nous avons eu des violations concernant le respect des données privées et il se peut que nous ne pourrions pas recouvrer les appareils si nous avions une telle attaque. C'était une vraie préoccupation dans cette situation. Nous avons eu ces genres d'événements qui se sont déroulés, mais nous étions satisfaits de réaliser qu'après avoir discuté de cela pour voir quel genre de cryptage était fourni, nous avons découvert donc qu'ils utilisaient un cryptage aussi bien pour les applications Android que les bases de données qui nous étaient fournies. Ceci nous a aussi montré que la protection des données et la sécurité des données, vu que nous allions collecter les permissions d'AI, donc même si les appareils étaient volés, ou que, par exemple, ils s'arrêtaient de fonctionner avec un crash, par exemple, pour des raisons que nous ne pouvions pas comprendre. Nous sommes assurés que toute information qui avait été capturée par ces appareils ne serait pas disponible à qui que ce soit. Oui, donc des difficultés pour recouvrir ces appareils, notamment dans le cas où les appareils, par exemple, sont volés ou alors s'il y avait des accidents malheureux. Donc, en ce qui concerne ces appareils qui était peut-être cassé, ne pouvait pas fonctionner, ne pouvait pas à ce moment-là accéder à cela. Nous avons une situation, alors peut-être un retour au logement auquel nous avons rendu visite, notamment pour les distributeurs de médicaments, en utilisant un nouvel appareil pour entrer l'information qui avait déjà été enregistrée pour cette bénéficiaire en particulier. Donc voilà ce que je voulais vous mentionner. Oui, en ce qui concerne nos recommandations, nous croyons que le fait d'assurer que la technologie puisse satisfaire l'objectif prévu à travers des améliorations continues où il y avait des situations où nous avions des identifiants initiaux avec un code QR et nous avons dû changer notre processus immédiatement parce que nous avons découvert que nous pouvions en fait exporter ces identifiants de bénéficiaires de la plateforme à travers et partager des copies à travers WhatsApp afin que cela puisse atteindre le CDC plus rapidement qu'avec une distribution de documents sous forme papier. Donc nous pensions que cela était possible parce que nous utilisons la technologie aussi. Il y avait un endroit où tout d'un coup nous n'avions pas pu capturer les planifications locales et les raisons venaient de gouvernements locaux et malheureusement elles ne pouvaient pas être présents parce que chacun des gouvernements locaux pensait que l'autre gouvernement local devait s'occuper de cela, mais nous avons pu utiliser la cartographie GS de la plateforme pour valider que elle n'avait pas été atteint et donc de ce fait nous avons pu couvrir les zones avant que l'activité ne se termine. Donc voilà certaines des éléments sur lesquels nous sommes tombés durant la phase pilote et nous pensons aussi qu'avec les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet pilote, nous allons pouvoir déployer ceci à plus grande échelle dans 4 États plus tard cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette étude de pays fascinante. J'aimerais maintenant passer à Alioba, qui est le directeur de projet du service catholique en Gambie. Il va présenter une étude de cas qui va comparer différentes plateformes, différents services techniques et comment ceci peut être lié à une volatilité à plus grande échelle. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans le questions-réponses Q&A et nous les prendrons après cette présentation. Aliou, c'est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Otchaï pour sa présentation très intéressante. Je vais nous intéresser aux facteurs de succès pour la mise à l'échelle à partir de plateformes numériques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le programme national qui a été mis en place pour l'adoption de la technologie, cela depuis 2015. Ceci est le résultat, depuis 2014, pardon, d'une expérience assez difficile que nous avions eue dans le passé avec le pays, donc avec un système qui se basait sur le papier, qui prenait beaucoup de temps et ne considérait pas toutes les régions du pays sur une période
de 20 jours environ. Donc, nous avions un enregistrement prévu sur 5 jours avec plus de 1000 équipes et la distribution s'organisait sur 2 jours et sur 7 jours. Et donc, à la fin de la campagne, on a eu beaucoup de difficultés, on a dû faire beaucoup de corrections par rapport à cela, des éléments de consultation qui nous a permis d'adopter une technologie à partir de 2014 et cela a été approuvé, puis ensuite personnalisé avec les différents utilisateurs. Nous avons commencé, nous sommes appuyés sur les systèmes d'informatique à partir de là avec des stagiaires. On a identifié au travers du programme national et formé avec le soutien de CRS, donc le Secours catholique, et de pouvoir organiser les éléments de formation. Nous avons formé 300 et quelques collecteurs de données, opérateurs d'entrée de données et 75 superviseurs qui ont été formés pour justement vérifier cela et aider dans la résolution des problèmes par rapport aux appareils. Et cela a pris à peu près de 100 jours. En 2014, nous avions alors une couverture de 97% grâce de cette campagne de distribution de mousquetaires. Et grâce à cela, nous avons pu avoir des données de qualité. Diapo suivante, s'il vous plaît. La diapo suivante. Comme vous pouvez le voir, ceci est une photo des collecteurs de données que nous avons formés avec les iPads et les logiciels et les applications qui étaient nécessaires pour conduire la campagne. Diapo suivante. Ici, donc, ICT 4D dans le travail contre le paludisme en Gambie, cela continue avec, nous avons continué à nous appuyer sur les mêmes appareils que nous avions utilisés en 2014 pour la chimioprévention du paludisme saisonnier. Donc, il n'était pas nécessaire d'acheter de nouveaux appareils pour continuer ce travail et nous assurer ainsi que que cela fonctionne avec les individus qui étaient formés. Nous avons réalisé également que la plateforme qui nous avait été apportée, qui nous avait été mise à notre disposition, qui était utilisée pour apporter les feedbacks, les retours, n'était pas été appropriée. Donc, 2 ans plus tard, nous sommes passés de l'application iForm Builder qui était un petit peu difficile à gérer. Pardon, et nous avons réalisé que la navigation de la plateforme pouvait causer des problèmes avec certains des individus formés pour la collecte des données. Donc, en conséquent, les données qui étaient rentrées étaient erronées. Donc, en raison de cela, nous avons trouvé une plateforme, un outil qui était plus convivial, plus facile à utiliser. C'est celui qui a été depuis 2017. Donc, nous avons commencé à utiliser l'application Comcare, et ce jusqu'en 2021. Par la suite, nous avons continué donc à utiliser Comcare dans le cadre de la chimioprévention du paludisme saisonnier avec des moustiquaires pour le lit, la distribution à partir de centres de santé dans la population qui était la plus à risque, en particulier les femmes enceintes et les enfants de moins de 1 an. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ceci présente comment nous avons fait la transition entre iForm Builder et Comcare en 2017. Donc, nous avons soutenu le remplacement de tous les iPads avec des appareils Android ou sur lesquels on avait installé l'application Comcare. 300 appareils, donc ainsi que les accessoires, les chargeurs, les banques, les batteries, et également des chargeurs solaires qui est également utilisés. Nous avons utilisé en fait la même application. Tout ce qu'on a dû faire, c'est changer les identifiants. Et une fois que nous avons fait cela, vous pouviez vous connecter et ainsi utiliser
l'application SMC, donc qui est en fait la même application. Donc, on a pu utiliser ces différents appareils grâce à des ressources limitées. On a pu conduire la même campagne avec les mêmes appareils mobiles que nous avions utilisés pour la distribution massive des produits, donc des moustiquaires étaient exactement les mêmes appareils que nous avions utilisés pour les autres éléments de la campagne. À partir de ces mêmes appareils, ainsi que les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée, et qui nous ont permis d'utiliser les données pertinentes par rapport à cela, et également pour la surveillance des cas de paludisme. On n'a pas eu besoin d'acheter de nouveaux appareils pour ce faire, à moins que nous ayons des appareils qui n'étaient pas en bon état de fonctionnement. Cela était très efficace au niveau des coûts et nous a beaucoup aidé par rapport aux ressources qui étaient à notre disposition et de pouvoir développer cela. Et on a pu développer un programme de formation. Toutes ces formations, à part celles des superviseurs, a pu être organisées au niveau central et le reste était fait au niveau régional où on s'attendait que cela allait être déployé. Diapo suivante. Donc, l'expérience numérique a en fait révolutionné la collecte des données en Gambie et maintenant, dans de nombreux secteurs, des programmes ont commencé à s'appuyer sur ces outils ICT 4D dans leurs activités pour enregistrer, par exemple, les naissances des enfants, mais aussi sur une base mensuelle. Le système permet de générer et d'envoyer des SMS par le système de communication pour les rappeler que des activités de surveillance sont censées être organisées à cette période. Et donc, ainsi, on a pu faire un traçage, aller sur les adresses qui étaient indiquées par le système et ainsi faire le suivi dans les temps opportuns et de manière appropriée, et de pouvoir améliorer ainsi la couverture géographique de notre activité, de nos activités. Le programme national de lutte contre le paludisme s'appuie aujourd'hui donc sur des outils numériques dans leurs activités de surveillance du paludisme et pour signaler les différents cas qui ont été déclarés ainsi, qui ont été notifiés. Donc ainsi, on a pu conduire ces activités IRS par rapport à ce qui était fait, par rapport à la pulvérisation de répulsifs à l'intérieur et de pouvoir s'appuyer sur ces informations qui étaient stockées dans le système et les soutenir en période difficile, en particulier durant la période de la pandémie COVID-19. Diapo suivante. Donc, en travaillant ensemble, tout va toujours mieux en fait. Et à partir de 2019, nous avons continué à soutenir les activités grâce à CRS, soutenir les activités de plus de 900 collecteurs de données et de 114 superviseurs, c'est-à-dire que le nombre d'appareils utilisés a pu être augmenté. Et les cartes de couverture également qui ont été fournies par cet outil a pu aider les superviseurs à se focaliser et à orienter les équipes dans les zones, les régions qui n'étaient pas suffisamment bien desservies. Nos partenaires avaient également des capacités supplémentaires pour s'occuper et se charger de la formation de tous les collecteurs de données, mais aussi des superviseurs. Et ainsi, cela était une grande réussite étant donné la mesure où comment cela fonctionne sur le terrain, on a pu donc faire la transition de tous ces services et nous travaillons donc à présent avec nos partenaires dans ce programme. Et ça, c'est vraiment un succès pour CRS. Et donc, une équipe a été créée également pour améliorer la collecte de données et toutes difficultés qui ont pu être découvertes et observées sur le terrain ainsi. Et donc, cela, on a pu travailler donc avec les équipes informatiques, mais les équipes de données, de collecte de données qui ont pu partager leurs retours ainsi dans le cadre de leurs activités et des performances. Et cela a soutenu donc les activités des personnes impliquées sur le terrain. La diapo suivante. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur cette carte, c'est une des villes provinciales dès le premier jour des inscriptions, en fait. Et nous avons généré cette carte sur une base
quotidienne, de sorte que les superviseurs peuvent voir visuellement quelles sont les zones qui ont été couvertes et qui ont été approchées. Donc, vous pouvez le voir au 5e jour, vous pouvez voir que la couverture est bien plus importante. Diapo suivante, Comcare 2, nous avons appuyé sur la plateforme DHIS2 et c'est très important que nous soyons alignés dans tout ce que nous faisons avec les données détenues par les ministères et le CRS a pu ainsi fournir le financement pour un projet pilote de traçage avec la plateforme DHIS2 et cette campagne de distribution que nous planifions pourra être organisée de manière plus efficace. Nous avons l'intention de finaliser les arrangements, les dispositions par rapport à cela, par rapport au programme national de lutte contre le paludisme et pouvoir mettre cela à l'échelle et cela pour toutes les régions. Diapo suivant. Donc, si vous regardez le projet pilote, c'était un projet pilote avec grand succès, avec des données qui ont pu être partagées en temps réel et collectées en temps réel. La vérification de la qualité de données a également pu être faite sur une base quotidienne, identifier des zones, des régions qui n'ont pas été atteintes et cela était différent de ce que nous avions dans le cycle précédent. Les suivis d'audit ont pu être ainsi disponibles pour identifier les données que les collecteurs où ils avaient fait des erreurs lorsqu'ils avaient rentré ces données dans le système et puis les aider à corriger ce type d'erreur. Des recommandations pour aller de l'avant. Donc, c'est un système de collecte de données qui est très important pour l'avenir, le DHIS2, et de pouvoir faire du suivi à partir de cette plateforme. D'avoir tout sur le même endroit, c'est très important. Et le point le plus important, alors que ce processus et que nous formons les individus impliqués, c'était une clé essentielle au succès. Donc, mais il y a cependant des défis parce qu'il faut que cela s'appuie sur des systèmes nationaux. Les données des qualités, la qualité des données, pardon, s'est améliorée de manière très importante et cela est très encourageant pour aller de l'avant, en fait, et pour l'avenir. Il y avait aussi la question de l'approvisionnement en routeurs portables pour aider à la synchronisation des données, en particulier dans les régions où les réseaux ne sont pas si bien développés, où le signal de réseau n'est pas si fort que cela. Merci beaucoup, Alieu. C'était une étude de cas, présentation de pays très intéressante également. OK, on va prendre un petit moment peut-être et je vais inviter Amande Sarka, Programme national de lutte contre le paludisme au Ghana, qui va partager une allocution avec nous et parler de sa présentation. Et puis nous pourrons passer directement aux questions-réponses sur les études de cas, mais aussi sur l'allocution de Amon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alieu, pour votre présentation très intéressante qui était très informative et j'ai beaucoup apprécié cela. Je prends l'opportunité pour aborder un certain nombre de points que nous devons considérer lorsque nous voulons mettre à l'échelle les programmes, les interventions de lutte contre le paludisme. Donc, il y a un dicton qui dit que ce n'est pas une question de technologie, mais plus une question des personnes qui l'utilisent. Donc, il est important d'avoir un leadership très fort. Et je vais citer un auteur que tout, en fait, est dépendant tout monte et descend à cause du leader. Et lorsque je considère ce qui a aidé le Ghana dans la mise à l'échelle de ces différentes initiatives de 200 districts en moins de 6 mois, et cela revient vraiment au fait qu'il y a eu un leadership très fort qui définit la tonalité pour l'initiative dans son ensemble et définit les moyens ensemble et de pouvoir un besoin qui était évident pour nous de nous appuyer sur la technologie, les aspects informatiques. Il y avait un besoin également de mettre à l'échelle cela au niveau des communautés et des différents quartiers. Ils ont pu ainsi articuler la manière de procéder pour aller de l'avant et définir les ressources et obtenir ces ressources dans les temps opportuns. Donc, nous avons introduit un système que nous appelons NetApp, une application
où nous avons fait un pilote sur 4 quartiers sur 200 et quelques districts possibles. Et on a pu ainsi distribuer près de 15 millions de produits en moins de ce qui était prévu avant dans moins de 3 ans. Donc, grâce à cette intervention et de pouvoir mettre cela à l'échelle, et on a pu passer de 4 quartiers à 201 quartiers et ainsi on a pu distribuer 15 millions de moustiquaires. Donc ça, c'est le premier facteur que je tiens à mettre en avant, le facteur de leadership. Le deuxième facteur dont je vais vous parler, c'est l'aspect de gouvernance informatique. Qu'est-ce que j'entends par là? La gouvernance de sciences informatiques, c'est de considérer les structures qui doivent être créées, mises en place, afin d'obtenir le succès que nous recherchons. C'est une nouvelle direction et cela doit être fait avec une grande volonté. Donc, l'histoire du Ghana, de commencer par des petites communautés vers des plateformes de bien plus grandes, il nous fallait mettre en place, introduire des politiques dans la collecte des données des bénéficiaires et autres, et cela nous a été nécessaire, donc pour cela, il était nécessaire de faire des certificats de collecte de données qui nous a pu permettre ainsi d'avoir le consentement de faire cela. Nous utilisons également des appareils mobiles, donc nous pouvons passer de quelques appareils jusqu'à plus de 5000 appareils. Donc, cela nécessitait d'établir une politique. Et ensuite, lorsque vous collectez les données, ce sont des données qui vont être partagées et qui pourraient être à risque. Donc, il nous fallait adopter une politique de sécurité des données informatiques et cela devient majeur dans ce sens. Et donc, il fallait vraiment faire attention. Une fois que tout cela a pu être mis en place, toutes ces politiques, on a pu ainsi établir ce cadre informatique. Cela a donné un sentiment de confiance aux bénéficiaires, mais aussi des garanties, des assurances sur la protection de leurs données, la confidentialité, de l'intégrité des données des bénéficiaires qui est intégralement protégée. Donc, l'aspect de gouvernance à garder à l'esprit, c'est que ce qui nous intéresse ici, est une plateforme en fait de conseil et nous avons donc avoir un angle différent et de pouvoir encourager la discussion par rapport à des solutions, soit en interne, soit personnalisées. Nous nous sommes intéressés à l'aspect en interne parce que nous avions la capacité en interne de mettre à l'échelle et de personnaliser le produit. Et ainsi, c'est quelque chose sur que nous avons développé en interne. Et cela nous a permis d'avoir des avantages très importants que nous pouvions facilement modifier et sur lesquels nous pouvions nous appuyer dans le cadre de la collecte des données dans les temps appropriés. Un autre aspect que j'aimerais aborder concerne les avantages de cela, en fait, les différents outils quels sont les avantages pour d'autres programmes et d'autres interventions qui sont organisées sur le terrain. Donc, à partir de ces données, on s'est intéressé aux aspects des développements des applications informatiques qui nous permet de sélectionner, de choisir les données de manière géospatiale et de pouvoir non seulement aider pour les interventions de paludisme et les cas de paludisme, mais aussi apporter des données pour le secteur de santé et peuvent être utilisées pour d'autres contextes. À partir de ces données également, nous avons appris quelque chose de très similaire que les bénéficiaires des hôpitaux et des différents quartiers pouvaient voir les avantages de rassembler les données ensemble. Et le fait de numéraliser ces données nous permet d'avoir créé un modèle, en fait, et de pouvoir, au clic d'un bouton, avoir accès à ces données et pouvoir les partager ensuite pour d'autres interventions. Donc, c'est un projet qui est bien plus avancé que par rapport à ce que cela a été. Et il y a 2 semaines de cela, nous essayons de trouver des moyens pour automatiser certaines des activités entre les différentes études et différentes études de cas que nous avons ici, de pouvoir faire des rapports de manière souple entre les différentes plateformes sans avoir une intervention humaine. Donc, le système sera automatisé. Ces outils
de lutte contre le paludisme seront automatisées. Non seulement donc ce sera un avantage pour les interventions de lutte contre le paludisme, mais aussi d'avoir des données de meilleure qualité qui informeront la prise de décision. Pour résumer, donc, il traite 3 points, un leadership très fort, une gouvernance informatique qui soit très forte par rapport aux interventions et enfin, cela devrait donner un avantage également à d'autres programmes, mais aussi à d'autres interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon résumé. J'aimerais inviter nos 3 intervenants à activer leur caméra et nous allons maintenant passer à la séance des questions et des réponses de cet atelier. Donc, une des premières questions qui nous a été posée est adressée à Ochai et la question concerne le point suivant. Comment sélectionnez-vous les LGA pour le projet pilote et comment vous assurez de la sécurité des données privées? Merci beaucoup pour cette question. Le projet pilote qui a été lancé dans 2 États différents, en fait, a été planifié à partir de 2 États, donc au Nigeria, Kona State, qui est un État qui dépend de 4 LG et comparé à un autre de 11, en fait, 11 districts. Un projet pilote, c'est quelque chose que vous devez faire à petite échelle plutôt qu'à grande échelle et sélectionner les États et les régions que vous voulez couvrir pour identifier le meilleur des contextes pour la mise en œuvre des projets pilotes par rapport à cela. Et c'est ainsi que nous avons déterminé les projets pilotes. La question de la protection des données privées par rapport aux services, le contrôle de l'accès aux informations à partir de la base de données. Il y a les privilèges administratifs qui sont accordés à différents utilisateurs et qui qui s'assurent qu'il n'y ait pas d'accès non privilégié par rapport à certains et seulement lorsque cela est nécessaire. Et nous faisons un suivi au quotidien. On vérifie la plateforme et on s'assure qu'il y ait une cohésion durant toute la période de mise en œuvre. C'était quelques-unes des mesures que nous avons mises en place. Merci. Merci beaucoup. La question suivante est pour Amon. Et la question est la suivante. Pour le développement d'applications en interne, qu'est-ce que cela signifie pour le personnel du Programme national de lutte contre le paludisme? Il est reconnu que cela nécessite un certain nombre d'expertises qui est souvent sous-traité. Est-ce que le personnel était spécifique avec l'expertise engagée par le programme national ou est-ce que c'est des personnels qui restent pour la résolution de problèmes sur le long terme et qu'en est-il du financement pour la gestion de ces outils et de ces applications? Amande, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, avec le programme de contrôle national du paludisme, nous avons donc une personne spécialisée dans l'informatique engagée par le programme et le programme a aussi engagé un autre spécialiste en informatique et donc quand nous avons cet ensemble de compétences que nous avions et que nous avons aussi eu d'autres personnes aussi donc du secteur où nous avons pu donc avoir leur assistance dès le début jusqu'à la fin et quand nous en venons au fait de pouvoir fournir un support. Pour cela, nous assurons de former tous nos directeurs informatiques régionaux et nous formons aussi les responsables de l'information du district et avec une évolutivité à plus grande échelle, c'est très difficile pour nous de gérer ce système qu'à partir du bureau de NMCP. Donc, nous avons construit ceci autour des endroits régionaux afin qu'ils puissent donc résoudre tout problème au fur et à mesure que ceci survienne. Donc, en ce qui concerne le exercice de formation, nous avions eu un bootcamp pour l'informatique, donc un camp accéléré pour s'assurer que chaque personne puisse pouvoir gérer cette application à tout moment dans le passé et donc avec le fait donc de ne pas nécessairement mettre la pression sur les responsables informatiques au niveau national. Nous avons aussi réalisé qu'il y avait besoin de créer une plateforme pour le groupe technique et aussi pour le groupe des managers et aussi d'un point de vue de la plateforme technique, chaque fois qu'il y a des challenges, ceci apparaît sur la plateforme technique et ensuite des réponses peuvent être pourvues quand les questions sont
présentés et qui passent au niveau supérieur. Donc, nous avons un ensemble de compétences en interne, nous avons des professionnels de l'informatique que nous avons recrutés, moi-même, une autre personne aussi. Nous avons des personnels formés dans l'informatique et nous assurons que nous avons eu un bootcamp informatique pour que les gens puissent être formés quant à comment résoudre les problèmes, mais aussi une plateforme pour la notification d'incidents afin de pouvoir y répondre plus rapidement. Merci. Merci. La question suivante, c'est en fait pour Aliou. Pouvez-vous en fait nous parler un peu plus des défis de passer d'une technologie numérique à une autre 3 fois, comme nous l'avons entendu de la part de Hammond? Parfois, vous devez développer des capacités en interne assez conséquentes. Et comment est-ce que la Gambie a adressé ces complications et ces défis? Aliou, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Un des défis que nous avions avec notre département informatique, c'est que celui-ci n'est constitué que d'un membre de l'équipe personnelle. Et comme nous l'avons dit, nous avons dû engager d'autres membres de l'équipe technique informatique du ministère de la Santé parce que notre partenaire principal était le programme national du malaria contre le paludisme. Donc, nous avons dû aussi engager leur personnel informatique ainsi que les personnes qui sont formés durant la formation des formateurs afin qu'une fois que les appareils sont là, ils puissent tous être configurés à temps et ils puissent tous être chargés accordément, testés pour s'assurer que tout fonctionne bien avant qu'ils ne soient déployés. Donc, nous devons aussi donc nous assurer qu'il puisse y avoir des inventaires. Donc, le challenge clé concerne la technologie informatique et la disponibilité de personnel adéquat. Et à part ceci, les autres collaborations des autres secteurs pour assurer que nous puissions passer d'une petite échelle maintenant où nous avons besoin d'avoir pratiquement 500 appareils. Donc, comme nous sommes en train de nous rapprocher la campagne maintenant, tous les appareils ont été configurés, ils ont été équipés avec l'application que nous allons utiliser pour la campagne, les noms d'utilisateurs ont été créés et testés. Et donc, la collaboration est absolument essentielle dans tous ces éléments pour éviter les défis, mais les surmonter le cas échéant, mais cela ne retire pas les problèmes posés avec le fait que nous n'avons qu'un seul membre de l'équipe, que ce soit spécialiste informatique là. Merci à lui. La question suivante, c'est pour Ochai. Vous avez mentionné que l'approche d'apporter votre propre appareil est un meilleur choix parce que non seulement cela est efficace en termes de coût, mais ceci développe aussi la confiance dans le travail pour les travailleurs sur le terrain. Cependant, comment adressez-vous le challenge des populations qui ne sont pas éduquées et qui ont peut-être des difficultés à lire ou à écrire? Ochai, je vous donne la parole. Merci pour cela. Donc avant la mise en place du projet pilote, il y avait donc une enquête d'opinion informelle qui a été effectuée dans 3 États dans la partie nord du Nigeria où il y a des taux d'analphabétisation élevés et donc après les résultats qui sont remontés de cette enquête d'opinion, cela a montré que 98% donc les personnes locales en fait possèdent un appareil Android et cela nous a aidé à développer la confiance autour du fait de pouvoir aller de l'avant avec cette approche BYOD, donc apporter votre propre appareil, oui, en termes de mise en œuvre maintenant, les mises en œuvre précédentes, dans le cas de la campagne pour les activités de campagne pour les masques, d'après ITN, nous avons vu des personnes qui ont eu la capacité d'utiliser les technologies modernes, notamment dans leurs activités au quotidien. Et nous avons vu que des interventions dans le domaine de la santé semblables ont été faites dans d'autres localités. Donc, ceci nous a aidé à nous informer, à développer notre confiance pour aller de l'avant avec cette approche-là au Nigeria. Merci. Merci, Ochei. Donc, la question suivante, c'est pour Hammond. Vous avez mentionné que il y a un passage quand nous passons d'un système basé sur des documents papier à un système numérique. Vous avez beaucoup de membres de personnel. Donc, comment pouvons-nous développer la période de temps pour la formation et le déploiement des capacités, développement des capacités quand nous passons d'un système basé sur un système papier à un déploiement ICT 4D? Hammond, vous avez la parole. Merci beaucoup.
Donc, avec mon expérience, pour passer d'un système à la base papier à un système électronique, je pense que cela nécessite beaucoup de gestion du changement. Et la formation dans ce domaine est absolument clé. Comme je dis ceci, le facteur de leadership est aussi absolument clé. J'en viens à réaliser que un des une fois que le leadership établit une direction très claire, tout le monde peut suivre cela accordément et les ressources sont alors rendues disponibles pour toutes les autres possibilités qui puissent découler de ceci. Donc, nous avons vu qu'il y avait un besoin pour nous de faire la formation, mais ceci doit plus être fait avec des éléments visuels. Donc, toutes nos présentations de formation étaient très visuelles et aussi en introduisant une technologie pour tous les systèmes, aussi sous forme vidéo. Et donc, nous avons fait des vidéos d'un maximum 1 minute et demie que nous avons ensuite données aux volontaires, aux bénévoles ou aux collecteurs de données sur leur tablette. Donc, si vous êtes perdu durant le processus, prenez juste le temps, le peu de temps nécessaire pour voir la vidéo et ça vous enseigne quoi faire. Donc, en ce qui concerne les données pour la première fois, ce n'était pas vraiment un challenge pour nous parce que nous avons une formation en cascade avec les officiers régionaux et ensuite, eux ont développé beaucoup de capacités que nous avons pu utiliser pour former les officiers de district qui ensuite ont développé leurs capacités pour former les officiers de sous-district et la formation était si simple parce que il y avait des vidéos qui illustraient ce qui devait être fait. Donc, je pense fermement que lorsque nous sommes dans la capacité de pouvoir avoir les ressources disponibles, nous pouvons mettre les ressources disponibles sur les tablettes des volontaires et des bénévoles qui peuvent facilement voir ceci dès qu'ils sont perdus par rapport à une section en particulier et ils peuvent donc faire ceci facilement. Donc, nous croyons fermement en la politique où chaque appareil qui a été donné aux bénévoles ou aux volontaires ainsi qu'aux collecteurs de données a toutes les informations nécessaires pour l'exercice sur cette tablette sous la forme de copie informatique, aussi sous la forme de vidéo qui peut les diriger et partout et à tout moment où ils sont perdus dans ce processus. Merci. Merci beaucoup, Amund. Ali, une question pour vous. Votre expérience en ce qui concerne l'évolutivité à plus grande échelle de toute plateforme, quelles sont les leçons et recommandations que vous avez peut-être pour d'autres pays? Merci pour cette question. Je pense que une des leçons que nous avons apprises, c'est que nous devons toujours travailler dans les temps. Tout d'abord, vous devez vous pencher et considérer le marché et voir le genre d'appareil dont vous avez besoin, les spécifications qui peuvent être fournies au niveau local. Et une fois que vous avez ces éléments, vous devez vous assurer que vous placez votre passation de marché accordément parce que, par exemple, en Gambie, nous n'utilisons qu'une petite quantité d'appareils au maximum. Le maximum que nous avons utilisé, c'est 456. Et donc, ceci, c'est ce qui est disponible dans le pays. Et nous avons donc des subventions qui peuvent être fournies avec des quantités de façon, avec des appareils de très bonne qualité au niveau local. Donc, la disponibilité au niveau local aussi. Si cela ne peut pas être disponible au niveau local et quand vous devez acheter cela hors de votre pays, vous devez voir les temps de livraison et tout ce genre d'éléments, et c'est très important de considérer tous ces éléments-là. L'autre point important aussi, c'est d'avoir donc le personnel informatique nécessaire requis pour que s'assurer qu'une fois que les appareils sont reçus, ils puissent être chargés, testés, configurés et qu'ils puissent être le sujet d'un inventaire et d'un répertoriage. Et une fois que toutes ces choses sont faites parce que l'opération n'est pas qu'au niveau régional, elles sont aussi par district. Donc, on doit s'assurer que ceci soit fait pour que ces appareils puissent être collectés. Donc, tout cela doit être fait d'une façon qui puisse éviter tout retard. Je pense que ces points sont des points absolument essentiels. Très bien, merci beaucoup, Oche. Je vais vous donner la dernière question et je vais aussi vous donner la minute pour les remarques de clôture pour résumer l'expérience de Nigeria. Donc, la question est la suivante. Nous savons que pour la plupart des campagnes, chaque fois que nous faisons des calculs, c'est difficile d'avoir les données concernant la population. Donc, qu'avez-vous utilisé? Avez-vous un sens des populations qui ont été, que vous avez manqué et quel sens dans quel sens voulez-vous évoluer pour couvrir cette population? Donc, je vous laisse répondre. Ensuite, vous aurez une minute pour
de finir. Désolé, j'avais pas allumé mon micro. Ok, très bien. Merci beaucoup pour la question. Je veux aussi donc dire que je l'ai mentionné durant la présentation que nous avons réalisé tardivement que nous avons utilisé des données de micro-planification erronées pour la planification de notre mise en œuvre. Et ceci, c'était une situation où nous avons dû gérer avec le meilleur cycle de mise en œuvre possible. Donc, nous avons 4 cycles par campagne où nous travaillons dans l'État. Nous avons une pause de 2-3 semaines. Nous revenons à l'État à nouveau pour le 4e cycle. Et quand nous avons réalisé que nous étions en train de travailler avec les mauvaises données de microplanification dans le premier cycle, en fait, nous avons vu cet effet, donc avec une situation en cours. Et donc, nous avions un code QR avec pour partage d'identifiants inclus dans le code QR qui était aussi utilisé pour enregistrer les bénéficiaires. Donc, nous étions à court de bénéficiaires, nous ne savions pas pourquoi, nous pensions que l'identification était correcte. Alors que maintenant, nous sommes rendus compte que nous avions une quantification erronée, donc nous avons changé le processus avec une amélioration maintenant. Nous avons changé le processus plutôt que d'avoir donc cette situation sur le papier, nous sommes passés à un format numérique et nous avons pu partager ceci avec les équipes à travers WhatsApp et cela nous a permis d'aller plus vite que si nous devions leur faire parvenir des papiers imprimés. Donc c'est le premier point que nous avons fait. Le deuxième point était de mettre à jour nos dénominateurs qui sont les données de fondation pour la population et cela nous a aussi aidé dans les domaines que nous avons peut-être ratés du premier cycle. Nous avons pu utiliser donc les caractéristiques SIG, SIG de la plateforme pour valider les zones que nous avions ratées afin de pouvoir les couvrir de façon adéquate à partir du deuxième cycle jusqu'au dernier cycle. Donc voilà certaines des choses que nous avons faites et nous avons aussi réalisé que la planification cette année, nous avons besoin d'avoir des données de la base pour la planification et le développement de nos stratégies autour de ceci. Cela nous aidera aussi à montrer que nous ne manquions personne qui puisse être éligible. Très bien, merci beaucoup, Che. Nous allons maintenant passer à Hammond. Hammond, un résumé en 1 seconde. Merci beaucoup. Bien, je peux résumer ainsi. Donc, éradiquer le paludisme à travers l'intervention, c'est la bonne façon d'aller de l'avant et c'est aussi très coûteux initialement, mais les avantages et bénéfices à long terme sont quelque chose que vous pouvez vraiment apprécier. À l'avenir, vous aurez vos données de qualité pour les prises de décision. Vous pourrez prendre des décisions en temps réel. C'est quelque chose qui vous fournira la solution aussi pour d'autres interventions. Merci. Merci beaucoup. Aliou, un résumé en 1 minute? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Aman vient de dire. Je pense que la numérisation et digitalisation de nos activités, c'est vraiment la bonne façon d'aller de l'avant. En Gambie, nous allons continuer à soutenir nos partenaires pour nous assurer que toutes nos données soient numérisées pour des prises de décision efficientes, efficaces et dans le temps. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Laissez-moi vous donner quelques remarques de clôture très brèves pour résumer tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Donc, ce qui est vraiment vital, comme cela a été mentionné de nombreuses fois, c'est le leadership. Le leadership est absolument clé. Donc, s'assurer que nous puissions engager nos leaders afin qu'ils puissent voir la valeur et l'efficacité des coûts des plateformes numériques que nous proposons, ça, c'est absolument vital. C'est aussi absolument vital de s'assurer que nous puissions avoir un renforcement des capacités non seulement au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé aussi. C'est aussi important que nous puissions prendre en compte les différents niveaux que nous avons à travers toutes nos populations, ainsi que nous sommes censés servir. Et c'est important d'utiliser des plateformes visuelles qui vont aussi aider avec les différences de langue et de langage, nous assurer que nous puissions développer des opportunités pour faire référence aux leçons tirées qui vont nous aider aussi à améliorer les capacités et assurer l'adhérence et la mise en œuvre. Gestion du changement et la formation dans ce domaine sont aussi absolument essentielles et nous devons les inclure dans nos budgets au fur et à mesure du déploiement et de l'évolutivité. La planification précoce et les prévisions sont aussi essentielles pour avoir les bonnes communautés, les bonnes formations et les bonnes gestions en place et que nous puissions inclure ceci dans nos budgets et aussi dans les opportunités de déploiement
et à plus grande échelle. L'adaptabilité et l'utilisation de nos différentes plateformes est vitale. Chaque plateforme va assurer que nous puissions tirer des enseignements et que nous pourrons continuer à capitaliser et à déployer, et à développer à partir de cela. Nous ne pouvons pas oublier que nous devons avoir des engagements des communautés locales et de la base afin d'avoir de boucles de rétroaction et de bons commentaires en retour sur les opportunités et les actions que nous déployons. Une leçon à clé que nous avons tirée, c'est que les plateformes numériques sont initialement coûteuses, mais elles sont absolument vitales pour notre avenir, pour l'avenir de nos populations et de nos enfants qui comptent sur nous pour faire les bons investissements et nous assurer que nous puissions donc développer le fait d'avoir les données et une amélioration à chacune des étapes. Et sur ce, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre participation et je vous encourage, s'il vous plaît, à remplir l'enquête de satisfaction. Nous avons hâte de continuer avec votre engagement et nous espérons que vous allez apprécier le reste de la conférence. Merci beaucoup. Merci.